Eh bien, bonjour à tous. Merci le président, merci aux organisateurs de ces journées Mahfoud. Je dois être à la 5e ou 6e fois que je viens, donc, et je suis ravi de partager avec vous ce moment. Donc, votre hospitalité est mon deuxième ou mon troisième pays. Comme vous le savez, je suis originaire de la République dominicaine. Et la République dominicaine a des rapports très très bons avec le Maroc. Donc, ils sont un jumelage, je pense, entre les deux pays. Et je crains décevoir un peu, monsieur ici, parce que parler des troubles minéraux et osseux de la maladie rénale chronique en 20 minutes et vous donner toutes les recommandations sur la prise en charge thérapeutique, la prévention, le diagnostic, on aurait dû prendre au moins la journée pour parler de tout ça. Donc, en 20 minutes, je vais essayer de vous apporter en fait la discussion qu'on a à la Société française en néphrologie quant à la surveillance et des examens qui doivent être faits de façon systématique. Donc, voici mes conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. Donc, il y en a quelques-uns. Et puis, on va démarrer par un peu d'épidémiologie. Donc, la maladie rénale chronique, comme vous le voyez, donc, aux 5 stades, elle va commencer à se compliquer des troubles du métabolisme minéral et osseux à partir des stades 3, 3A et 3B. Et vous voyez que le CADIGO, depuis une quinzaine d'années, parce que c'est 2007 et 2009, a établi cette classification comme quoi dans la maladie rénale chronique, il y avait 3 altérations, des altérations biologiques, des altérations du système cardiovasculaire et des altérations osseuses. Et que ces complications allaient se définir par une diminution de la densité minérale osseuse, un risque de fracture osseuse augmenté et un risque de mortalité qui allait augmenter. Et vous le voyez bien, ce que je viens de dire, c'est qu'en dessous des 60 ml par minute, on va avoir donc un risque de fracture qui va être multiplié parfois jusqu'à 10 fois plus risque de fracture chez quelqu'un qui a moins de 60 ml par minute de clairance. Donc c'est vrai que ça vous change complètement du sujet précédent, hein, parce qu'on est dans un sujet qui est assez complexe, assez physiopathologique. Et dans les années 60, donc, il y a deux professeurs de néphrologie, Eduardo Zlatopolsky et Neil Bricker, qui ont décrit ces schémas très simples, très simplistes, qui nous disent, voilà, quand vous avez un rein qui ne marche pas bien, il y a le phosphore qui commence à s'accumuler, il y a la vitamine D active qui est moins fabriquée par le rein, et puis ensuite, il y a une tendance à l'hypocalcémie. Et cette hypocalcémie vous amène à une élévation du taux de PTH dans le monde aparathyroïdien. Très simpliste. Hein? Et si vous voulez, on peut passer des heures à discuter parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas quel est l'événement qui arrive en premier. Est-ce que c'est la vitamine D qui baisse en premier? Est-ce que c'est un autre facteur qu'on appelle le FH23 qui monte en premier? Est-ce que c'est la phosphatémie qui s'accumule et qui déclenche tout un phénomène physiopathologique? Ou est-ce que c'est une hypocalcémie relative en postprandial qui démarre? On ne sait pas. Donc, si je prenais chaque sujet, on passerait des heures. Voyons ici simplement quelques nouveautés dans le phosphore. Hein, parce que sur le phosphate, on peut parler aussi pourquoi il y a une augmentation de la phosphaturie. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on sait que parmi les transporteurs de phosphate au niveau intestinal et au niveau rénal, il y a un tas de recherches qui se fait. On sait que, par exemple, on a beaucoup parlé d'un transporteur qu'on appelle NPT2B qui est bloqué par la niacine, par la nicotinamide chez l'humain, hein, chez le malade avec une insuffisance rénale chronique, on peut contrôler la phosphatémie en donnant un peu de nicobion, de niacine. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un autre transporteur qu'on appelle PIT2, et c'est PIT2 qui est peut-être prédominant au niveau digestif. Et qu'il y a de l'industrie pharmaceutique qui développe un médicament qu'on appelle un pan-inhibiteur qui inhibe les 3 transporteurs intestinaux de phosphate, donc NPT2B, PIT1, PIT2, qu'il y a des produits, un autre transporteur qu'on appelle le sodium hydrogène échangeur, donc NH3, dont le tenapanor l'inhibe, c'est un médicament qui est en développement pour traiter l'hyperphosphatémie. On a un inhibiteur de NPT2A, donc pour des malades qui sont en prédialyse. Donc on va pouvoir peut-être bloquer la réabsorption tubulaire des phosphates et augmenter la phosphaturie pour contrôler mieux la phosphatémie chez les malades avec insuffisance rénale avant la dialyse. On sait aujourd'hui que le phosphate est un ion qui va se coller aux récepteurs sensibles au calcium au niveau de la cellule parathyroïdienne et bloquer l'action du calcium, donc va favoriser l'augmentation de la PTH.
Et on sait aussi que l'acidose métabolique va aussi diminuer l'action du récepteur du calcium au niveau de la parathyroïde. Donc, tout simplement pour donner une idée d'un seul facteur, le phosphate, comment ça peut impliquer dans ce qu'on appelle le MRC-TMO. Et puis, les choses sont compliquées. Donc, depuis 1997, je suis désolé, mais je vous la montre, c'est 10 000 trucs qui apparaissent. Donc, en 1997, on découvre Cloto. Donc, Cloto, une protéine qui est impliquée dans le vieillissement, anti-vieillissement. En 2000, on découvre fibroblastes, un facteur de croissance des fibroblastes, FGF23. Et on découvre par la suite, à quelques années, 3 ou 4 années après, que Cloto était le co-récepteur indispensable pour que FGF23 puisse agir. Là-dedans, j'en passe. Donc, vous avez les têtes des gens qui ont découvert toutes ces molécules. Ensuite, vous avez, nous, dans les années 90, avec Jordi Bover, on a découvert qu'il y avait un récepteur de la PTH donc, qui était dans les reins et dans les cellules osseuses, et que ces récepteurs étaient down-régulés, diminués, et que ça provoquait ce qu'on appelle la résistance à l'action de la parathormone au niveau de l'os. Donc ces malades, quand on injecte de la PTH chez les rats ou chez l'homme, elle a moins d'effets hypercalcémiques et moins d'effets hyperphosphaturiques. Et on a une molécule ici qu'on appelle l'esclérostine, qui est d'un gène qu'on appelle SOST, qui est bloquée par la sécrétion de PTH et qui joue un rôle essentiel dans l'action physiologique de la PTH. Donc, elle augmente dans la maladie chronique et bloque donc la formation osseuse, si vous voulez. Une autre molécule qu'on appelle DKK1, donc, qui vont jouer aussi un rôle ici, par la voie Wnt, la signalisation Wnt, et qui vont aider à cette résistance à l'action hypercalcémique à la PTH. Dans les parathyroïdes, 3 choses, donc, Tilman Druck, Justin Silver et un autre gars ici en Israël ont découvert que ces 3 protéines, à Cloto, le récepteur du calcium et le VDR, le récepteur de la vitamine D, étaient diminués. Donc ces molécules vont avoir moins d'effets physiologiques, vont moins freiner la sécrétion de PTH au niveau des cellules parathyroïdiennes. Si je traduis ça sur le plan biologique, vous voyez que la maladie chronique s'associe à une augmentation progressive de la PTH. Mais il y a une baisse des métabolites de la vitamine D, il y a une augmentation des FGF23 progressive, il y a une baisse avec l'auto et il y a une augmentation de l'esclérostine. J'en passe rapidement, et ça c'est un papier qu'on a en presse, sous presse, là, 2023, dans le groupe espagnol, qui vous montre en fonction du débit de filtration globulaire comment ces facteurs vont s'enclencher, vont se mettre en route avec l'élévation des FGF23 à la diminution de Cloto, pour ensuite, à chaque stade, mener à la déminéralisation osseuse, à toutes les altérations biologiques qu'on vient de voir, et puis ensuite au résultat final qui est la fragilité osseuse. Sur le plan de la cellule parathyroïdienne, il y a aussi des altérations qui sont anatomiques. Donc si vous mettez un malade en dialyse avec une petite glande parathyroïdienne, au fur et à mesure de la dialyse, 5, 6 ans, 10 ans, cette glande devient hypertrophiée, hypervascularisée, et avec des anomalies qui peuvent même se traduire par des changements cellulaires. Donc les cellules principales parathyroïdiennes peuvent devenir des cellules oxyphiles beaucoup plus résistantes à l'action des médicaments. Il y a des actions physiologiques et fonctionnelles dans lesquelles vous avez le set point de calcium va se déplacer vers la droite, donc on aura besoin de plus de calcium pour freiner la sécrétion de PTH. Et puis il y a des alterations génomiques, donc un malade en dialyse qui développe une hyperparathyroïdie secondaire et qui arrive à des PTH à 1500, 2000, 3000, il est sûr que quand on enlève la glande sur l'opère, il y a 70% de ces malades qui vont avoir ce qu'on appelle des croissances monoclonales, donc d'un cancer localisé parce qu'il y a des pertes et des gains chromosomiques, donc il y a un clone qui se développe, ces cellules sont moins difficiles à contrôler. Et puis, sur le plan histologie osseuse, simplement pour vous montrer qu'il y a cet hyper-remodelage et notamment une fibrose médulaire lorsqu'on a une PTH qui est très forte. Et les effets sur le squelette vont se manifester par une hyperrésorption osseuse, des lacunes qu'on appelle les tumeurs brunes, des fractures osseuses, des tassements, et un crâne en poivre et sel, et blablabla, et plein d'autres complications osseuses. Donc, on peut résumer les conséquences. Donc, une baisse de la densité minérale osseuse et une augmentation du risque de fracture, un risque d'augmentation des calcifications cardiovasculaires, et une fibrose médulaire qui va accélérer ou aider ou favoriser l'anémie et la résistance à l'action de l'érythropoïétine,
et un risque de mortalité accru. Donc les cas d'IGO, même si c'est des recommandations qu'il a fallu traduire et adapter à chaque pays, nous disent aujourd'hui qu'il faut avoir un taux de PTH entre 2 et 9 fois la limite supérieure, quel que soit le kit de prélèvement. Donc ça, c'est peut-être un peu aller loin. Il y en a qui l'acceptent, d'autres pays qui ne l'acceptent pas. Donc je vois par exemple en Espagne, c'est plutôt cas d'OKI toujours et pas cas d'IGO, parce qu'ils disent qu'une PTH supérieure à 600, c'est quand même trop, et qu'il ne faut pas laisser s'envoler, qu'il vaut mieux être entre 120 et 400 de PTH que 120 et 600. D'où ça vient? Ça vient d'une étude. Il n'y a pas beaucoup d'études. Ça vient d'une seule étude allemande, la cohorte ARO, avec presque 8000 malades, qui montrait ces corrélations entre le taux de mortalité, donc avec la PTH, inférieure à 60, une augmentation des risques, et supérieure à 600, une augmentation des risques de mortalité. Donc c'est basé sur la mortalité que ces recommandations ont été basées. Mais il n'y a pas eu, disons, d'accords ou des regards vis-à-vis du taux de remodelage osseux. Donc la PTH corrèle bien avec tous les paramètres histomorphométriques osseux, corrèle bien avec les taux de formation osseuse. Vous voyez la corrélation ici entre formation osseuse et PTH, donc une relation qui est assez bonne. Mais il n'y a pas eu de prise en compte de la PTH en fonction pour la rédaction de ces recommandations. Et vous voyez que si on regarde le risque de mortalité, ces travaux belges vous montrent qu'une PTH haute, c'est supérieur à 900, qui est associé avec un risque de 72% de fractures osseuses, de fractures de l'âge. Mais qui est de même ici, la même chose. Donc, c'est la PTH basse qui n'est pas associée avec un risque de fracture. Donc, la société française recommande aujourd'hui, et ça va être publié bientôt, de mesurer la PTH, quel que soit le kit. Ne me demandez pas si c'est la première, la deuxième ou la troisième génération, parce qu'il y a 3 dosages de PTH actuels. C'est n'importe quel kit, donc au moins une fois tous les 3 mois en dialyse. La mesurer une fois par mois si vous avez un traitement actif par la vitamine D, si vous avez un calcimétique, ou si vous avez un changement de la concentration de calcium dans le dialysat. L'autre recommandation nouvelle qui vient des cas d'IGO, c'est qu'il faut doser la phosphatémie, la calcémie et la PTH de façon régulière, mais sans aucune graduation. C'est opinion d'experts. Donc, elle met l'accent sur la complexité de ces paramètres qui peuvent varier d'un moment à l'autre et qui s'associent l'un à l'autre. Lorsqu'il y a une modification sur la calcémie, il y a sans doute une petite modification sur la phosphatémie. Mais elle se base aussi sur cette étude qui a été faite par Geoffroy Bloch, qui vous montre, en fait, si vous vous rappelez, donc on avait développé un logiciel qui s'appelait Concerto et qui mettait ces 36 situations biologiques, donc avec la calcémie, la phosphatémie et la PTH. Vous voyez que lorsque les 3 paramètres étaient le plus haut possible, ici il n'y en a que 2, mais les 3 ensemble, vous avez un risque de mortalité qui augmentait. Que ce soit la PTH, calcium ou phosphatémie, et ici, si vous en avez 2 élevés, la PTH et le calcium, il y avait aussi un risque de mortalité qui augmentait. Donc, il faut le mesurer toujours de façon simultanée et en même temps et avant la dialyse. L'autre chose qu'il faut dans la recommandation, c'est que, et moi j'insiste sur celui-là, il faut suivre les tendances. Les tendances, c'est essentiel. Et là, c'est un travail qui a été fait par la cohorte DOPS, donc plus de 20 000 malades, et qui prennent par exemple 3 situations, 3 malades. Un malade chez qui la phosphatémie reste dans la zone normale, un malade dans lequel la zone bleue, la phosphatémie sort largement de la norme, et un autre dans lequel il y a quelques pics. Donc, le temps que vous allez passer sous la courbe avec une phosphatémie élevée, le plus élevé possible, c'est celle qui va s'associer ici en violet avec le risque de mortalité le plus fort. Donc, c'est les variations qui comptent. Et puis, donc, on va recommander pour la phosphatémie qu'il faut la mesurer donc, de façon simultanée, les 3 paramètres, calcium, PTH et phosphatémie. Donc, en milieu de semaine, soit le mercredi, soit le jeudi, pour les malades qui passent en dialyse 3 fois par semaine, de suivre les tendances et ne jamais décider une stratégie thérapeutique sur une seule valeur.
Et la calcémie, quant à la calcémie, je passe rapidement parce que la calcémie, c'est elle qui décide le déterminant essentiel de la sécrétion de PTH, avec cette histoire de 7 points. Et si vous voyez, on a accès à la calcémie ionisée de façon directe sur les dialysés, donc via le banc de dialyse, et ça c'est un travail fait par Guillaume Jean en 2012, donc mettre le malade sur un banc riche ou pauvre en calcium pendant 3 mois et regarder la PTH, ce qu'elle devient. Et vous voyez que les malades qui passent d'un banc de 1,25 à 1,50 ou de 1,50 à 1,75, à chaque fois, la PTH va diminuer de 50 à 70%. Si vous passez un malade de 1,75 à 1,50 ou 1,50 à 1,25, vous voyez en vert que la PTH va presque doubler ou tripler. En 3 mois. Donc, la calcémie et surtout le calcium dans le dialyse est essentiel. Et je vous en parle parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions. On me dit, mais pourquoi les CADIGO disent qu'il ne faut pas dépasser les 1,50 ? Et la plupart des malades sont dialysés en bas à 1,50 aux États-Unis. Il y a des hôpitaux en France qui ne veulent pas mettre en bas à 1,65 ou 1,75. Il y a quelques ayatollahs de la dialyse qui disent non. Il ne faut pas élever la consommation de calcium dans le banc de dialyse. Et tout ceci parce qu'il y a une seule étude, petite, et pas randomisée, un truc un peu pas bien fait, japonaise, en 2015, qui a montré que les malades, lorsqu'on le met en 75, il y avait un risque, une progression du CAC score, du score coronarien, ou la calcification coronarienne, qui était légèrement élevée. Mais quand vous savez que ces malades qui sont en dialyse, ils ont un score de calcification coronarienne qui augmente de 20 à 25%, quel que soit le banc de dialyse, quelle que soit les stratégies thérapeutiques, parce que c'est l'évolution d'un dialysé, ils calcifient ces artères. Donc, mais ce qu'ils ont oublié de dire dans ce papier, c'est que les malades qui passaient en banc à 1,25, les paramètres de tout ce qui est formation osseuse, les phosphatase alcaline, les cross-labs, tout ça, ça s'élevait, ça flambait, aussi bien la PTH. Donc, on nous dit avec les CADIGO, il faut essayer de maintenir la calcémie le plus proche de la norme, entre 2,20 et 2,26 mmol par litre. Et là aussi, il y a des études qui montrent qu'une calcémie supérieure à 2,37, et quand elle augmente, elle va s'associer avec un risque élevé de mortalité. Donc, la calcémie, donc il faut aussi éviter les hypercalcémies. Donc, une hypocalcémie légère et asymptomatique, souvent quand on met un malade sous calcimétique, donc il faut l'admettre. Une calcémie à 2,10, 2,08, bon, s'il n'y a pas de symptômes, ce n'est pas trop grave. Et ça vient des études qui ont été faites avec les calcimétiques, l'étude Evolve, dans laquelle, même s'il n'y a pas eu de différence significative, les malades qui étaient dans le groupe osinacalcète avaient presque 10% de risque de mortalité en moins, alors qu'ils avaient un produit phosphocalcique plus bas et une calcémie beaucoup plus basse, donc une très bonne séparation entre les deux groupes, le placebo et le calcimétique. Donc une calcémie basse n'est pas très inquiétante. Et puis l'autre chose, vous allez me demander sans doute dans les questions, donc nous on a recommandé qu'on fasse aussi la calcémie post-dialyse. Donc pourquoi une calcémie post-dialyse? La calcémie post-dialyse, en fonction du banc, de la concentration de banc en dialyse, elle va déterminer si la glande parathyroïdienne est sensible ou pas au calcium. Et vous voyez, c'est une étude qu'on a publiée dans JCOM en 2013, donc encore en calcimimétique, et vous focalisez-vous au milieu ici. Donc au milieu, il y a les deux groupes, donc le placebo en rouge et le bleu pour le calcimimétique. Et vous voyez qu'avant, la PTH qui était dans les 600 est descendue à 300 dans le groupe osinacalcète, et la calcémie, donc, qui démarre à 9 mg par décilitre, on finit à peu près à 10,5 mg par décilitre. Donc, plus la calcémie pour dialyse augmente, donc elle doit freiner de 70 à 75% la sécrétion de PTH si les cellules sont encore sensibles au calcium. Donc, on va recommander de mesurer la calcémie totale avant et après dialyse au moins une fois par mois en France, de mesurer la calcémie totale avant la dialyse plus fréquemment si vous avez une altération récente ou la surveillance d'un traitement qui a été introduit récemment. La calcémie corrigée pour l'albuminémie n'est pas conseillée, et la calcémie ionisée, s'il y a un doute sur une hypercalcémie, c'est ce qu'il faut faire, et pas corriger pour l'albuminémie. Je n'ai pas le temps de vous discuter, parler ou vous justifier pourquoi est-ce qu'il ne faut pas utiliser la calcémie corrigée par l'albuminémie. Quant à la phosphatémie en dialyse, on nous dit aujourd'hui qu'il faut essayer de l'amener vers la normalité.
Et là aussi, c'est les travaux qui datent d'une vingtaine d'années qui vous montrent cette courbe en U. Donc une phosphatémie basse est associée avec un risque de mortalité accru et une calcémie haute, donc toujours les mêmes chiffres, c'est 0,8 pour la basse et la borne haute, c'est 1,78 de phosphatémie. Et vous voyez que j'insiste sur les tendances. Donc dans l'étude de Cosmos, vous voyez que les malades qui rentrent avec une phosphatémie normale en dialyse, c'est le groupe à gauche ici, et si pendant la première année de dialyse, la phosphatémie a tendance à augmenter, vous voyez que le risque de mortalité augmente à peu près de 15% chez ces malades. Et si la calcémie d'un malade qui démarre la dialyse est élevée au début, elle a tendance à se normaliser en dialyse ou à baisser, là aussi il y a une réduction de 12% des risques de mortalité. C'est les tendances qui comptent. Donc jamais une seule valeur pour décider. Et puis l'autre chose, c'est est-ce qu'il faut doser la phosphatémie post-dialyse? Il n'y a pas eu beaucoup d'études, donc il n'y a qu'une seule étude en 2002 qui vous montre qu'une phosphatémie post-dialyse trop basse, je parle de 0,4, 0,3 mmol par litre, est associée avec des symptômes qui sont parfois graves. Donc c'est les crampes, c'est les maux de tête, c'est la fatigue, c'est le temps de récupération pour la prochaine dialyse qui est très long, donc ils mettent 24 heures, 48 heures à récupérer. Donc attention à l'hypophosphatémie post-dialyse. Donc on recommande, nous, de mesurer la phosphatémie avant et après dialyse une fois par mois, la mesurer plus fréquemment comme la calcémie s'il y a des modifications dans le traitement. Et puis une phosphatémie post-dialyse permet d'évaluer l'efficacité de la dialyse, mais aussi de détecter les cas sévères d'hypophosphatémie très symptomatiques. Et la vitamine D, donc avant dialyse, au moins une fois par an. Donc là aussi, les cas d'IGO nous recommandent ces recommandations d'un faible niveau scientifique, 2C. Donc, il conseille d'avoir une vitamine D, une 25OH entre 30 et 75 nanogrammes par millilitre. Donc, d'autant qu'il ne faut pas être en dessous de 15 nanogrammes par millilitre, parce qu'une carence de vitamine D s'associe avec une osteomalacie et avec des déformations osseuses et un risque de fracture. Donc, dans la population générale, lorsqu'on donne de la vitamine D associée au calcium, on diminue de 20% le risque de fracture de la hanche. Et chez les dialysés et chez les insuffisants chroniques, c'est un travail de Souberbiel, vous montre que si vous voulez faire une bonne interprétation de la PTH, il faut absolument que la vitamine D soit supérieure à 30 nanogrammes par millilitre. Ici, vous voyez que lorsqu'on est supérieur à 30, aucun malade a une PTH élevée. Donc il faut être en dessous de 30 pour que la PTH s'élève. Et ça a été fait aussi en Allemagne, dans la population normale. Si vous voulez avoir des anomalies osseuses, il faut que que la vitamine D soit en dessous de 30. Et là, on a des signes, des petits signes histologiques d'ostéomalacie et d'un os qui est faible. Nous avons fait une étude chez les malades avant la dialyse et vous voyez qu'en dessous de 20 nanogrammes par millilitre, il y a aussi un effet sur la PTH qui commence à s'élever. Ce qu'on appelle le point d'inflexion de la vitamine D. Et également, le risque de mortalité dans la population générale va augmenter progressivement au fur et à mesure que la vitamine D est en dessous de 18 nanogrammes par millilitre. Jusqu'à, vous savez, un autre ratio de 1,74, c'est quand même assez important. Et donc, on va recommander de mesurer la vitamine D donc, au moins une fois par an et de la mesurer plus souvent, peut-être 2 fois par an s'il y a une supplémentation. Je ne sais pas si j'ai le temps, mais on va dire un mot sur les autres marqueurs du métabolisme minéral osseux, notamment les phosphatase alcalines osseuses, les totales et les cross-labs ou le CTX. Et pour ce qui est de la phosphatase alcaline totale, vous voyez qu'elle n'est pas très fiable pour refléter ou pour représenter l'activité osseuse. Ici, un travail qu'on avait fait, vous voyez que si on compare par rapport à un haut remodelage ou un bas remodelage, la discrimination n'est pas très bonne. Pour la phosphatase alcaline osseuse totale, elle est très dispersée, alors que l'osseuse, elle est quand même un peu plus sensible. Vous voyez que la corrélation entre les totales et la PTH n'est pas très bonne, il n'y en a même pas, c'est non significatif. Alors que la phosphatase alcaline osseuse corrèle très bien avec les taux de PTH et différencie très bien les malades qui ont un bas remodelage vont avoir un taux de PALO, comme on dit, en dessous
de 25 nanogrammes par millilitre. Il y a d'autres études qui ont montré la même chose, donc une bonne discrimination avec les palos du haut remodelage, et lorsqu'on fait un courbe ROC, vous voyez aussi qu'elle arrive à un bon cut-off de discrimination pour le haut remodelage. Et il y a des études qui ont montré, il y en a 2 ou 3, une association entre l'élévation de phosphatase alcaline totale et les risques de mortalité. Ici, lorsqu'elle est supérieure à 200, il y a un risque de mortalité accru. Et puis, pour le cross-labs, le CTX, qui sont des produits de dégradation du collagène type 1, le C-terminal, donc que ce soit ce qu'on appelle des cross-links, des molécules qui croisent avec le collagène. Et vous voyez que pour les pyridinolines, ça corrèle très bien avec tous les paramètres de formation osseuse. Et lorsqu'on a des malades avec une insuffisance rénale chronique, le CTX augmente de façon significative. Et vous voyez qu'ils vont corréler très bien avec la PTH, avec les palos et avec la densité minérale osseuse. Plus elle est basse, plus il y a des chances que le CTX soit élevé. Et nous allons recommander qu'on mesure les phosphatase alcaline totale au moins une fois tous les 3 mois, qu'on mesure celle d'origine osseuse, les palos, au moins tous les 6 mois, les cross-labs également avant la dialyse une fois tous les 6 mois, et les phosphatase alcaline osseuse et le CTX, donc une fois tous les 3 mois si vous avez un traitement anti-ostéoporotique ou par les calcinétiques. Ça nous donne à la fin, et pour conclure, un tableau qui sera synthétique, donc calcémie, phosphatémie tous les mois, et la PTH tous les 3 mois, ou plus souvent tous les mois si vous avez un traitement actif pour la vitamine D ou les calcinétiques, la 25OH tous les ans, les palos et les phosphatase alcaline totale tous les 3 mois, les palos et les CTX tous les 6 mois ou tous les 3 mois si traitement actif, et on a rajouté l'aluminium, donc une fois par an, c'est optionnel, et c'est en fonction si vous avez un bon traitement d'eau, si vous avez une bonne osmose ou non. Et je pense que je finis. Merci beaucoup.